Hayek est connu comme étant un économiste, mais il est beaucoup moins connu comme étant un philosophe, et il est notamment assez peu connu pour ses positions sur la méritocratie. Pourtant, il a détaillé sa position sur tout ce qui est égalité, mérite et valeur dans le chapitre 6 de son ouvrage « La Constitution de la liberté », publié en 1960. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer la position de Hayek sur la méritocratie, et je vais vous démontrer que malgré lui, il était un partisan d'une méritocratie libérale basée sur le talent. J'en profiterai d'ailleurs pour souligner ce que j'estime être les incohérences de son raisonnement et pourquoi j'estime que les reproches qu'il fait à la méritocratie en tout cas la méritocratie basée sur l'effort, ne sont pas valables. Je vous rappelle que c'est sur cette chaîne, je défends l'idée qu'il faudrait mettre en place une méritocratie qui récompense les individus selon l'effort utile qu'ils ont fourni, plutôt que seulement selon l'utilité comme le font les libéraux. La thèse d'Hayek, c'est que les individus devraient bénéficier de récompenses proportionnelles à l'utilité qu'ils ont apportée aux autres, et non pas proportionnelles à leurs efforts, justement. Il a donc une position qui est opposée à la mienne, et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à sa pensée. Autrement dit, comme la plupart des libéraux, Hayek considère que les revenus des individus devraient être liés aux satisfactions qu'ils apportent aux autres. Selon lui, l'État devrait respecter l'égalité devant la loi, mais il ne devrait pas rechercher à égaliser les conditions matérielles des individus. Même si selon lui, la demande d'égalité peut partir d'une bonne intention, Hayek considère que l'égalité des chances mène à des incohérences. Il dit que la recherche d'égalité est vaine, car les différences entre les individus ne proviennent pas seulement du milieu dans lequel ils vivent, mais aussi de la biologie. Du coup, si chaque individu est unique par sa biologie, cela veut dire qu'ils ne seraient toujours pas égaux, même s'ils grandissaient dans des milieux identiques. Donc sur ce point, Hayek utilise l'exemple de l'héritage et sous-entend que même si on abolissait l'héritage matériel, il y aurait toujours des inégalités importantes dans les héritages immatériels que les individus ont ou n'ont pas. Par exemple, l'éducation de leurs parents. Bref, en gros, retenez que la thèse principale de Hayek, c'est que le marché libre est juste dans sa manière de créer et de répartir les richesses, et que l'État ne devrait pas intervenir pour rechercher autre chose que l'égalité devant la loi. Commençons par les arguments les plus pertinents qu'Hayek utilise pour défendre sa thèse. Tout d'abord, il nous dit que l'effort n'a pas de valeur en soi, contrairement à l'utilité. Et il a totalement raison là-dessus. C'est vrai que les individus recherchent tous à se procurer un maximum d'utilité pour un minimum d'effort. Donc cette vérité, elle amène Hayek à défendre le marché libre dans la mesure où celui-ci amène à récompenser l'utilité de la production, l'utilité des marchandises, plutôt que la pénibilité qui a été nécessaire pour produire ces marchandises. En gros, la prémisse A, c'est que l'utilité a une valeur, pas l'effort, et la prémisse B, c'est que le marché récompense l'utilité. Et Hayek, il prétend alors en tirer la conclusion que le marché libre allouerait efficacement les ressources. Le souci, c'est que même si les deux prémisses sont vraies, la conclusion est fausse, car récompenser l'utilité, ce n'est paradoxalement pas la meilleure manière de maximiser l'utilité sociale. C'est très contre-intuitif et je pense que Hayek n'avait pas pris conscience de ça. En tout cas, c'est ce paradoxe que j'essaie de démontrer avec cette chaîne. Malgré tout, Hayek soulève tout de même des arguments forts contre la méritocratie que je défends. Par exemple, lorsqu'il dit que récompenser l'effort, c'est détruire les signaux qui orientent les individus vers l'activité qui maximise leur potentiel. Ça, c'est totalement vrai, parce que si les individus sont récompensés uniquement pour les efforts utiles qu'ils fournissent, alors théoriquement, ils n'ont pas spécialement d'intérêt à maximiser l'écart entre l'effort et l'utilité qu'ils apportent aux autres. Ils ont intérêt à faire des efforts utiles aux autres, mais pas forcément à ce que ça soit hyper utile. En gros, si dans n'importe quel métier vous êtes payé pour votre effort,
c'est vrai que vous n'allez pas être spécialement incité à choisir le métier pour lequel vous serez forcément le plus compétent. Vous allez vous assurer que votre effort sera reconnu, mais pas forcément qu'il y ait un écart important entre l'effort et l'utilité que vous apportez aux autres. Donc du coup, ça, c'est vrai que c'est un gros problème, car les individus, dans ce cas, ne se placeraient plus spontanément dans l'activité professionnelle pour laquelle ils sont le plus compétents. Donc ça, encore une fois, ça minimiserait l'utilité sociale, enfin le bien-être que la société crée et apporte aux individus. Donc l'argument que soulève Hayek, il est en soi pertinent, mais en réalité, il oublie que l'effort est toujours secret. Ça veut dire que un système qui recherche à instaurer une méritocratie basée sur l'effort devra forcément se contenter d'approximations, et il y aura forcément des imperfections qui feront que les individus resteront largement incités à choisir le métier qui maximise leurs bénéfices. Concrètement, même si on décidait de taxer davantage les métiers plus agréables et moins les métiers plus laborieux, eh bien, il n'en demeurerait pas moins que les individus seraient toujours incités à choisir l'activité professionnelle pour laquelle ils sont le plus compétents, car l'effort exact de chacun serait toujours inconnu. On peut faire d'ailleurs un parallèle avec ce qu'on appelle le dilemme de Arrow, c'est-à-dire que Arrow, il a démontré que dans un marché parfait, il n'y aurait théoriquement pas d'innovation, puisqu'en fait, l'invention serait directement copiée par d'autres personnes que l'inventeur, et donc du coup, ça découragerait les inventeurs et l'invention. Et ça, c'est totalement vrai en théorie, mais en pratique, il y a toujours des imperfections dans le marché qui font que c'est toujours une bonne incitation d'inventer. Et en fait, le profit que vous faites avec votre invention, il dure toujours un temps suffisamment long pour que ça soit incitatif. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que l'argument de Hayek, même s'il est pertinent en théorie, en pratique, il ne l'est pas forcément, parce qu'il y a toujours des imperfections dans un système qui font qu'il n'y aura pas une égalité parfaite entre effort et revenu, par exemple. Enfin, un autre argument fort de Hayek contre la méritocratie basée sur l'effort, c'est l'idée que pour inciter à la prise de risque, dans certaines activités, par exemple dans les métiers dangereux ou dans les activités qui mettent en jeu un capital et donc qui mettent en risque un capital, il faudrait forcément récompenser ce risque plutôt que l'effort. Et sur le fond, il a totalement raison, mais il oublie que en fait, la prise de risque, c'est un effort. Ce n'est pas un effort physique, mais c'est une forme d'effort mental, car généralement, les individus ne prennent pas de risque sans avoir la perspective d'une contrepartie. Oui, il faut récompenser la prise de risque dans certaines activités et lorsqu'il y a un risque de perte en capital, mais non, ce n'est pas un argument contre la méritocratie, car la prise de risque est une forme d'effort qui doit donc être récompensée. Maintenant qu'on a vu les arguments les plus solides de Hayek sur le sujet, on va passer aux arguments qui sont, selon moi, les plus fragiles. On va commencer par démontrer que Hayek était un méritocrate malgré lui. Parce qu'en fait, Hayek définit le mérite par l'effort plutôt que par le talent. En gros, pour lui, récompenser le talent, les compétences, le résultat, c'est récompenser la valeur plutôt que le mérite. Si on fait simple, il préfère dans ce cas parler de valeur plutôt que de mérite. Et c'est pour ça qu'il s'oppose à la méritocratie, car il faudrait selon lui récompenser la valeur que les gens apportent à la société plutôt que le mérite. Mais en fait, le souci, c'est que ce que Hayek appelle récompenser la valeur, c'est ce que les autres libéraux appellent récompenser le mérite, dans le sens de récompenser le talent, les compétences, le service rendu, etc. D'ailleurs, même Hayek le reconnaît en citant Walter Bryce Gali, qui défendait que le libéralisme est méritocratique, en ce sens qu'il récompense l'utilité que chacun apporte à la société. Plus récemment, Gregory Mankiw défendait exactement la même chose. Du coup, en réalité, Hayek défend bien une méritocratie libérale, où le mérite correspond au bien-être que les individus apportent aux autres. En tout cas, Hayek s'attaque à la méritocratie basée sur l'effort, comme je le disais, mais selon moi, un des gros problèmes, c'est qu'il pense les choses de manière binaire, c'est-à-dire soit on récompense la valeur, donc thèse qu'il défend, soit on récompense l'effort, c'est-à-dire la thèse qu'il critique. Mais en fait, il n'imagine pas que l'on puisse défendre une combinaison d'efforts et de valeurs, dans le sens de récompenser les efforts
sous condition qu'il soit utile à la société. Il s'agirait alors de récompenser ni uniquement l'effort, ni uniquement l'utilité, mais on récompenserait l'effort utile. En tout cas, c'est la position que je défends. Mis à part les quelques arguments de fond dont j'ai parlé, un autre problème avec l'argumentation de Hayek, selon moi, c'est qu'au lieu d'expliquer pourquoi il serait préférable de récompenser la valeur plutôt que l'effort, eh bien, il explique surtout pourquoi il serait difficile en pratique de récompenser l'effort. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un sophisme de la solution parfaite, qu'on appelle aussi sophisme du nirvana. En gros, c'est faire une confusion soit volontaire, et là c'est un sophisme, soit involontaire, et là c'est un paralogisme, entre la validité d'une thèse et sa faisabilité. Par exemple, il va dire que les chances de parvenir à une telle société, à une telle méritocratie basée sur l'effort, sont faibles. En gros, son raisonnement, c'est de dire que récompenser le mérite est difficile à faire, donc il ne faut pas le faire. Mais ça, c'est un raisonnement fallacieux. En plus de ça, quand Hayek prétend que l'évaluation de la valeur ne poserait quant à elle aucune difficulté, il se trompe, car je rappelle que dans un marché libre, le prix, c'est l'utilité marginale. Ce qui implique que quand un acheteur achète une marchandise à un prix donné, eh bien en fait, l'utilité qu'il espère en retirer est au minimum égale au prix auquel il a acheté. Sinon, il l'aurait pas acheté. Donc c'est un minimum. Mais en fait, la valeur pour le consommateur, elle peut être supérieure. Donc du coup, contrairement à ce que dit Hayek, le marché libre ne permet pas de répartir les richesses selon la valeur exacte que chacun a apporté. Aussi, contrairement à ce qu'il dit, évaluer l'effort ne conduirait pas forcément à une évaluation totalement arbitraire qui serait basée sur l'opinion des citoyens plutôt que sur des faits vérifiables. Même s'il est vrai que l'évaluation de l'effort ne peut pas être parfaite, cela ne veut pas dire pour autant qu'elle serait totalement arbitraire. Par exemple, si on observe qu'à partir d'un certain niveau de taxation d'un métier, les professionnels de ce métier commencent à cesser de produire ou à changer de métier, il y a de bonnes chances que leur revenu après taxe soit proche de l'effort qu'ils ont fourni, puisque ce niveau de taxe commence à engendrer des changements de comportement, une cessation de la production, un changement de métier, etc. Donc c'est pas une évaluation parfaite, mais pour autant on peut pas dire que c'est arbitraire. Donc en plus du sophisme du nirvana, en fait, Hayek reproche au mérite des impossibilités pratiques qui n'en sont pas réellement. On peut prendre un autre exemple. Il dit qu'il est impossible de connaître les potentialités des êtres humains, alors que des centaines d'études, c'est vrai qu'il a écrit son ouvrage en 1960, il y avait peut-être moins de recul sur les études qu'on a aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, on sait très bien que le milieu social, le pays de naissance, le QI sont des facteurs prédictifs très importants du revenu futur des individus. Donc en fait, c'est faux de dire qu'il n'y a aucun moyen de savoir le potentiel des individus. On ne peut pas le savoir avec exactitude, ça c'est vrai, mais de là à dire que c'est impossible de le prévoir partiellement, c'est faux. Un autre exemple des fausses difficultés pratiques que Hayek soulève, c'est l'idée que récompenser l'effort amènerait forcément à une économie planifiée, presque totalitaire, où l'on imposerait aux individus ce qu'ils doivent produire, en quelle quantité ils doivent produire, etc. Pourtant, on peut tout à fait garder un marché libre, mais agir a posteriori, notamment par des prélèvements obligatoires, pour instaurer du lien entre effort et revenu. Par exemple, sur cette chaîne, je propose de taxer davantage les métiers qui permettent d'obtenir un revenu disproportionné par rapport au travail qu'ils impliquent. Avec l'exemple des footballeurs professionnels, à mon avis, c'est probablement l'exemple le plus parlant. Ensuite, il s'agirait de restituer les recettes aux travailleurs, mais c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, l'idée de récompenser l'effort, ça ne s'oppose pas forcément à une économie décentralisée. Ça s'oppose pas non plus à la liberté de production, à la liberté de consommation, à la liberté d'échanger. Donc, non seulement Hayek fait un sophisme en s'attaquant aux conséquences de la thèse plutôt qu'à la thèse elle-même, mais en plus il soulève des conséquences qui ne sont pas forcément celles
qui découlent de la thèse qu'il souhaite réfuter. J'ajoute à ce propos que Hayek utilise aussi ce qu'on appelle un faux dilemme, c'est-à-dire qu'il laisse entendre qu'il faudrait forcément choisir entre soit la liberté de production, soit la proportionnalité entre revenus et efforts. En fait, il nous fait croire qu'il y a un choix binaire entre les deux, en faisant abstraction du fait qu'on peut trouver un compromis. On peut assurer la liberté de production, et malgré la liberté de production, essayer d'instaurer des mécanismes qui vont permettre de tendre plus ou moins vers une proportionnalité, une corrélation entre effort et revenu. Pour résumer cette vidéo, vous pouvez retenir, premièrement, que Hayek est un partisan de la méritocratie libérale, même s'il préfère parler de valeur. Il considère que les revenus des individus devraient être proportionnels aux satisfactions qu'ils apportent aux autres. Selon lui, le marché libre est juste dans sa manière de créer et de répartir les richesses, et surtout il s'oppose à la thèse que je défends, à savoir l'idée d'une méritocratie qui cherche à récompenser l'effort, enfin en gros qui cherche à instaurer une proportionnalité entre effort et revenu. Même s'il a quelques bons arguments qu'il nous a fallu prendre au sérieux dans cette vidéo, nous avons vu que Hayek utilise beaucoup de sophismes qui en fin de compte ne permettent pas vraiment de mettre de côté l'intérêt de lier le revenu des individus au travail utile qu'ils ont fourni.